Et pour terminer donc sur ce chapitre 2, donc l'autre approche, comment dire, d'explication du pouvoir de création monétaire, hein, là on va dire que c'est pas les banques, enfin c'est pas la banque centrale qui décide plus ou moins directement via les liquidités qu'elle accorde ou le taux de réserve obligatoire qu'elle fixe, qui va décider indirectement de la capacité de création monétaire des banques commerciales. Là, dans cette approche hein, du diviseur de crédit, là, on imagine que c'est l'inverse, d'accord? Donc, que c'est plutôt les banques qui font un peu ce qu'elles veulent et qui décident des crédits qu'elles accordent. Donc, alors, ben, je vais vous lire ce que j'ai marqué, hein. Donc, une première critique que l'on peut faire de la théorie du multiplicateur monétaire est qu'elle suppose qu'il y a un très grand nombre de clients qui souhaitent contracter des crédits bancaires, et que la seule contrainte pour les banques commerciales serait de se procurer suffisamment de monnaie centrale. Dans la réalité, la demande de crédit bancaire peut être inférieure à ce que les banques sont en capacité de prêter, compte tenu de leurs réserves excédentaires en monnaie centrale. Voilà. Dit autrement, voilà, les banques peuvent avoir plein de monnaie centrale excédentaire, c'est-à-dire voilà, elles peuvent faire face aux fuites autant qu'elles veulent, hein, si jamais elles accordent des crédits, mais ça ne veut pas dire qu'en face, il y a des clients qui veulent faire des crédits. D'accord? Donc un des défauts de la théorie du multiplicateur monétaire, c'est que ça suppose qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des crédits, quoi. Et que les banques, quelque part, elles sont coincées par leurs problèmes de liquidité, mais que la demande en tant que telle est toujours très importante, qu'il y a toujours des gens qui veulent avoir des crédits. Donc c'est pas toujours vrai, hein. Parfois les gens ils veulent pas de crédit, d'accord? En cas de crise par exemple, les entreprises font plus crédit, les ménages ont peur de s'endetter, donc les banques peuvent avoir plein de monnaie centrale en réserve et en excédentaire. Si en face il n'y a pas de clients, bah, il n'y a pas de crédit. Donc là le multiplicateur monétaire ça marche plus. Une autre critique est de penser que les banques commerciales attendent toujours d'abord d'obtenir des liquidités supplémentaires avant d'accorder des crédits, des nouveaux crédits. D'accord? On suppose quelque part que les banques, elles sont polies et que avant d'accorder des crédits, elles s'assurent d'avoir de la monnaie centrale au préalable. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Dans la réalité, les banques commerciales prennent pardon, les devants et accordent de nouveaux crédits avant même d'avoir la monnaie centrale nécessaire pour faire face aux diverses fuites de liquidités. La banque centrale est donc mise devant, entre guillemets, le fait accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques, elles disent, bah voilà, nous, on a accordé des crédits, hein, on a accordé plein, 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 et puis bah, maintenant, on a besoin de monnaie centrale. Donc, bah, soit vous nous en donnez, soit on fait faillite, hein, donc on est un petit peu, vous n'avez pas trop le choix. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'analyse du diviseur du crédit, c'est que, en fait, les banques, elles, font d'abord ce qu'elles veulent, et comme elles savent qu'elles ne peuvent pas toutes faire faillite, que c'est trop dangereux, eh bien, elles obligent plus ou moins la banque centrale à leur accorder la quantité de prêts en monnaie centrale nécessaire pour que le système fonctionne correctement. Donc là, vous voyez bien, hein, c'est un rapport de force. Un rapport de force, la banque centrale est un peu obligée d'accepter. C'est ce qui s'est passé par exemple à la suite de la crise des subprimes. Les banques avaient besoin de liquidités et il fallait absolument leur en donner, sinon ça aurait pu conduire à une crise encore plus grave que ce qu'elle n'a été. Donc dans la réalité, c'est plutôt la thèse du diviseur du crédit qui fonctionne, hein, d'accord? Il y a un consensus chez de nombreux économistes pour dire que la Banque centrale a un pouvoir assez limité hein, pour déterminer la capacité de création monétaire des banques, que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt la relation causale est un peu inversée. C'est plutôt les banques qui font d'abord ce qu'elles veulent et qui après obligent la Banque centrale à leur accorder des crédits. Parce qu'elles savent qu'on ne peut pas les laisser tomber. Vous avez dû voir ça en amphi, c'est le too big to fail. On ne peut pas laisser les grosses banques faire faillite. Donc on va finir toujours par les sauver ou par leur donner de la monnaie centrale. Ok. Alors comment est-ce qu'on peut représenter ça mathématiquement? Alors ça va être promis après, on arrête avec ça. C'est vrai que c'est un petit peu bon, un petit peu mathématique. Bon, je vais aller très vite. Le plus important, c'est de comprendre qu'on inverse l'ordre de la causalité, le sens de la causalité. D'accord? Donc c'est ce qui est ici qui est important. Avant, si vous vous souvenez, c'était delta C qui était tout seul. Et la delta RE qui était accolée à 1 sur F ou multiplié par K. Parce qu'on supposait que à la base, c'était le montant des réserves excédentaires qui était la cause hein,
de la capacité de création monétaire des banques. Là, comme on inverse le sens de la causalité, on considère que c'est l'augmentation des crédits qui va déterminer l'augmentation des réserves excédentaires, ou la demande de monnaie centrale au titre des réserves excédentaires. Vous voyez, donc en fait, changer la forme de l'équation, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on change aussi le rapport de force. Dans un cas, c'est la banque qui décide, la banque centrale, parce que c'est elle qui décide du montant de réserve obligatoire. Dans un autre cas, qui est celui qu'on est en train d'aborder dans le petit 2, c'est d'abord les banques commerciales qui accordent des crédits, et la quantité de crédit qu'elle va accorder va déterminer ensuite le montant de réserve excédentaire qu'elles vont réclamer auprès de la banque centrale qui sera obligée de leur fournir. Sinon, elles font faillite, plus ou moins. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu montrer. Et alors là, bon, je passe les détails, mais là, il s'agit de montrer que K, K est est supérieur à 1, parce que voilà, il s'agit de montrer que le montant des crédits accordés donne lieu à un montant de réserve excédentaire qu'on va demander plus faible. Donc pour que ce soit un diviseur, il faut que K soit supérieur à 1. Pour qu'on divise par un truc supérieur à 1, sinon ça ne diminue pas. Donc je vous laisse lire ça, j'ai dû expliquer bien. Mais ce qui est important, c'est la question du sens de la causalité, qui est vraiment important. Dans un cas, c'est la banque centrale qui décide. Dans l'autre cas, ce sont les banques commerciales qui prennent les devants et qui décident toutes seules et qui forcent la banque centrale à donner de la monnaie centrale. Voilà, donc c'est la fin du chapitre 2. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont aidé et que c'est plus clair pour, pour vos révisions. Voilà, bonne révision.